Le 45e jour tombe à peu près autour du 7 ou du 15 avril. Ces dates sont importantes parce que, souvenez-vous, c'est à ce moment-là que les États-Unis cherchaient sérieusement à obtenir un cessez-le-feu avec l'Iran. C'était à cause de la pénurie de pétrole. À partir du 11 mars, les États-Unis ont pris des mesures proactives pour puiser dans la réserve stratégique de pétrole. Et encore une fois, la SPR, ce n'est pas un seul grand réservoir. C'est un système assez complexe. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet, une journée très importante dans les événements qui se déroulent en Asie de l'Ouest, où l'Iran et les États-Unis sont engagés dans un affrontement. Les conséquences concernent le monde entier, car le détroit d'Ormuz est pratiquement fermé. J'ai avec moi mon très cher ami et collègue, fort de nombreuses années d'expérience à la CIA, et qui connaît parfaitement tous ces sujets. Il s'appelle Larry Johnson. Vous l'avez déjà entendu, vous l'appréciez, et il est l'un des membres fondateurs de Transition Protocol. C'est une émission, une chaîne, où vous êtes invité à écouter des informations directement issues des régions du monde qui ont un impact sur vous. Alors, Larry, je te laisse la parole. Salut Z. Écoute, je sais qu'il y a un peu plus d'une semaine, on espérait encore que peut-être les négociations reprendraient, que les États-Unis respecteraient et appliqueraient le protocole d'accord. Mais clairement, à mes yeux, ce protocole est mort. Le cessez-le-feu aussi, mort, et il ne sera pas révisé de sitôt. Les États-Unis ont, de manière insensée, choisi d'adopter une politique de confrontation avec l'Iran. Franchement, c'est une confrontation qu'ils ne peuvent pas gagner. Elle repose sur l'idée qu'ils peuvent forcer l'Iran à se rendre et à revenir à la table des négociations. Même si Donald Trump affirme haut et fort que l'Iran supplierait pour entamer des discussions, en réalité, quand on regarde les événements depuis le 28 février, comme c'était déjà le cas pendant la guerre de 12 jours en juin 2025, c'est bien les États-Unis qui finissent par faire pression sur d'autres pays pour qu'ils poussent l'Iran à venir à la table des négociations et chercher un accord. Vous savez, il y a ce vieux dicton américain, souvent mal cité, « Trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi 2 fois, honte à moi ». Autrement dit, si quelqu'un essaie de me duper ou de m'arnaquer, la première fois c'est sa faute. Comment ose-t-il faire ça? Mais maintenant que je sais que tu es un escroc, un menteur, un manipulateur, un imposteur, si je m'assois à nouveau avec toi, si je passe un accord et que je te fais confiance, ce sera ma faute. À partir de maintenant, c'est à l'Iran d'en tirer les conséquences. L'Iran ne doit avoir aucun doute. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Les États-Unis ne respectent pas le moindre accord, pas un seul. Et on peut le voir clairement à travers ce qui s'est passé ces 10 derniers jours. Le récit américain, c'est que l'Iran aurait attaqué ces navires qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Oman. Et ça, c'est tout simplement scandaleux. Ça n'aurait jamais dû être toléré. Excusez-moi, mais selon le texte contenu dans le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, signé par Donald Trump et par le président Pezeshkian d'Iran, le paragraphe 5 précisait que l'Iran, et uniquement l'Iran, vous savez, on a vu, je sais, Z, toi et moi, on a vu, des analyses de gens comme ceux de l'Institut pour l'étude de la guerre, qui ont essayé d'affirmer que cette décision devait être conjointe entre l'Iran et Oman, et qu'en aucun cas, l'Iran n'avait reçu l'autorisation d'interférer avec le passage de navires voulant traverser le détroit. Tout ça, c'est complètement inventé. Des mensonges, des mensonges. Le protocole était très clair. Le seul pays responsable d'assurer la sécurité du passage des navires, c'est l'Iran. Aucun autre.
Aucun autre pays du Golfe, aucun autre pays au monde, seulement l'Iran. Et l'Iran, vous savez, parce que c'était l'un des éléments qu'il avait proposé au départ, c'était une exigence iranienne. Et l'Iran, en parallèle, a mis en place ce qu'on appelle les protocoles de l'autorité du détroit du Golfe Persique. Ces protocoles précisent que tout navire souhaitant traverser le détroit d'Ormuz, que ce soit par le canal iranien ou par le canal omanais, doit soumettre un dossier ou une demande en ligne à la PGSA. Cette demande est ensuite examinée par le corps des gardiens de la révolution islamique. Dans ce dossier, il faut indiquer le nom du navire, le nom du capitaine, le propriétaire du navire, le port d'attache, la destination, la nature de la cargaison, ainsi que la nationalité de l'équipage. Tout cela a pour but précis d'imposer un blocus à Israël. Aucune cargaison à destination d'Israël, aucun navire appartenant à Israël, ni même à une entreprise liée à Israël, ne sera autorisé à passer par le détroit d'Ormuz. C'est la riposte de l'Iran contre Israël. L'Iran joue donc la carte de la fermeté et ne lâche rien. Ces 10 derniers jours environ, il y a eu plusieurs cas où les États-Unis ont délibérément encouragé des navires, un du Qatar, un d'Arabie Saoudite, un de Chypre, et l'un des plus récents, à y aller à traverser le détroit d'Oman et à dire à l'Iran d'aller se faire voir. Vous n'avez aucun formulaire à remplir. Et puis, quand l'Iran a riposté, parce que c'était prévu dans les protocoles que tout navire ne respectant pas les règles serait confronté par la force, eh bien l'Iran a tenu parole. Nous avons répondu par la force, et ensuite les États-Unis s'en sont servis comme prétexte pour lancer des attaques contre l'Iran le long du détroit d'Ormuz. Le problème avec ces attaques, c'est qu'elles n'ont causé aucun dégât important à l'Iran. Mais c'est une violation claire de la souveraineté iranienne. En retour, l'Iran a engagé ce que j'appellerais une escalade progressive. À chaque attaque américaine, l'Iran a frappé davantage de cibles et avec de plus en plus de puissance. Dans le dernier échange, et je dois l'admettre, je me suis trompé. Ou du moins j'espérais que, comme lors des 5 incidents précédents depuis le 7 avril, après cette première vague de violence, les États-Unis feraient marche arrière, que Trump ferait quelques déclarations du genre « les discussions reprennent » ou « les Iraniens veulent reprendre les pourparlers très bientôt », laissant entendre que les négociations allaient repartir dans la bonne direction. J'espérais encore que ça se produise, même ce matin. Mais non. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, les États-Unis sont engagés sur une trajectoire d'escalade continue avec l'Iran. Et l'Iran est aujourd'hui en meilleure position pour faire monter la tension, parce qu'à partir du 17 juin, les États-Unis ont commencé à retirer leurs moyens militaires de la région. Ce que les États-Unis doivent faire maintenant pour se réengager, c'est donner de nouveaux ordres et ramener ces moyens sur le terrain. Ça va prendre quelques jours. Mais cela crée aussi un énorme problème économique dont très peu de gens dans le monde parlent. Et ici, sur Transition Protocol, on fait partie des rares à le souligner. La question, c'est la différence entre le pétrole brut léger, qu'on appelle sweet crude, et le brut plus lourd, le sour crude. Le brut lourd, à l'échelle mondiale, sert surtout à produire du diesel et du carburant pour l'aviation. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas en faire à partir de brut léger, c'est possible, mais tout dépend de la raffinerie, de la façon dont elle est configurée physiquement. Une raffinerie de pétrole, c'est pas un puits de pétrole. Toutes les raffineries de pétrole ne sont pas construites de la même façon. Elles sont conçues pour traiter des types de pétrole bien précis. Et là, je simplifie un peu. En gros, elles sont faites pour traiter soit du brut léger, soit du brut lourd. Aux États-Unis, il y a une vraie contradiction. Le pays produit une énorme quantité de pétrole léger,
mais environ 70% des raffineries américaines sont conçues pour traiter du brut soufré, donc plus lourd. Résultat, les États-Unis exportent volontiers leur pétrole léger vers l'Europe et d'autres régions qui, elles, disposent de raffineries capables de le traiter. Mais quand il s'agit de produire du diesel ou du carburant pour l'aviation, pour le marché américain comme pour le marché mondial, il faut du brut soufré. Quand le détroit d'Ormuz a été fermé pour la première fois, le 28 février, ça a coupé environ 20 à 25% de l'approvisionnement mondial en pétrole brut soufré. Jusqu'à ce moment-là, les États-Unis, en plus de dépendre du Golfe Persique pour environ 10% de leurs importations totales, recevaient aussi du brut soufré, vous savez, le pétrole lourd, le brut soufré, du Canada, du Mexique et du Venezuela. Mais le fait est que ni le Canada, ni le Mexique, ni le Venezuela, même ensemble, ne pouvaient compenser le manque de ce qui devait venir du Golfe Persique. Maintenant, si la pénurie de pétrole ne s'est pas fait sentir tout de suite, le 28 février, c'est parce qu'il y avait encore des pétroliers en mer. Ils étaient pleins de pétrole. Ils devaient terminer leur voyage aux États-Unis. Ce voyage durait entre 35 et 45 jours. Eh bien, figurez-vous que le 45e jour tombait à peu près entre le 7 et le 15 avril. Ces dates sont importantes parce que, souvenez-vous, c'est à ce moment-là que les États-Unis cherchaient sérieusement à obtenir un cessez-le-feu avec l'Iran. Et c'était à cause de la pénurie de pétrole. À partir du 11 mars, les États-Unis ont pris des mesures proactives pour commencer à puiser dans la réserve stratégique de pétrole. Alors, la SPR, ce n'est pas un seul grand réservoir. C'est un système assez complexe. Disons simplement que même si on peut la remplir avec 100 barils de pétrole, on ne peut en retirer que jusqu'à environ 20 barils restants. Parce que si on descend en dessous de ce seuil, comme le pétrole est stocké dans des cavernes de sel, ces cavernes commenceraient à se dissoudre. En effet, il faut injecter de l'eau pour extraire le pétrole de ces installations de stockage. Donc, même si sur le papier, les États-Unis semblent avoir un excédent de 140 millions de barils, en réalité, ce n'est pas le cas. Ces 140 millions de barils doivent rester là. Depuis le 11 mars, les États-Unis ont puisé à un rythme d'environ 1 400 000 barils par jour. Et cela nous amène maintenant à la mi-juillet, où les réserves de brut soufré dont le pays peut encore disposer sont pratiquement épuisées. Et c'est justement à ce moment-là que les États-Unis cherchent ou ont cherché cette escalade. Il faut aussi noter les mensonges qui sortent du Pentagone et de la Maison-Blanche. Ils affirment que le détroit d'Ormuz est ouvert. Ce n'est pas vrai. Il suffit d'aller sur un site qui s'appelle marinetraffic.com ou, si vous préférez, sur vesselfinder.com. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que pendant toute cette période que j'ai observée, ces 4 derniers jours, il y a des yachts, des bateaux de plaisance, qui font des allers-retours entre l'île de Kemp et Kassab, à Oman. L'un d'eux s'appelle le Jersey Devil, c'est un navire battant pavillon américain. L'autre s'appelle God, G-O-D. Les deux sont des navires américains. Je peux vous garantir que ce ne sont pas des bateaux de plaisance, partis admirer la beauté du Golfe Persique. À mon avis, ils recueillent des renseignements. Ce sont des navires d'espionnage. Je ne serais pas surpris que d'ici un jour ou deux, ils soient pris pour cible ou capturés par l'Iran, parce qu'ils ne sont clairement pas engagés dans une activité de loisir normale. En ce moment même, l'Iran a intensifié ses frappes. Le premier jour des représailles aux frappes américaines, ils ont touché le Koweït et Bahreïn et tiré quelques missiles en direction de navires américains stationnés à environ 300 km au large. Dans les jours qui ont suivi, l'Iran a élargi ses attaques.
Ils continuent de frapper des sites à Bahreïn et au Koweït. Mais en plus, ils ont visé la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, qui servait à lancer des vols contre l'Iran. Ils ont aussi frappé des bases aériennes en Jordanie, la base du prince Hassan et celle de Muwafaq al-Salti, détruisant des centres de commandement et de contrôle, des hangars à drones, des zones de stockage d'avions et causant d'importants dégâts sur les systèmes radars. Ils ont également pris pour cible une installation à Oman, utilisée par les porte-avions américains pour le ravitaillement, la maintenance et la remise en état. Donc oui, ils ont bien attaqué là-bas aussi. Les informations sont partagées. On ne sait pas vraiment s'ils ont visé les Émirats arabes unis ou non. Le seul pays qui n'a pas encore été attaqué, c'est l'Arabie saoudite. Mais cela nous amène à la dernière évolution de la situation. Dans la nuit, les Saoudiens ont bombardé des positions au Yémen. En pratique, on peut dire que le Yémen a désormais déclaré la guerre à l'Arabie saoudite. Donc, pour la suite, on peut s'attendre à des tirs de missiles balistiques depuis le Yémen vers Yanbu, le port de l'Ouest que l'Arabie saoudite utilise pour exporter du pétrole, plusieurs millions de barils par jour, hors du golfe Persique. Ce site, à mon avis, sera probablement mis hors service d'ici la fin de la semaine. Et il est aussi possible que les Houthis mettent leur menace à exécution, une menace qui d'ailleurs avait été formulée à l'origine par l'Iran. Autrement dit, si les États-Unis reprenaient ces attaques, ils fermeraient le détroit de Bab el-Mandeb en utilisant les Houthis comme intermédiaires. Mais ils ont aussi fait une autre déclaration, on peut l'appeler une promesse ou une menace, selon la façon dont on la voit. Ils ont dit qu'ils allaient se retirer du traité de non-prolifération. Ce qui veut dire que l'Iran se mettrait sur la voie du développement d'une arme nucléaire. Je sais que beaucoup pensent déjà que l'Iran en possède une, mais qu'elle a été mise de côté, interdite d'usage, en vertu de la fatwa prononcée par le défunt ayatollah Ali Khamenei. L'actuel ayatollah, Mostafa Khamenei, le fils d'Ali, serait, selon beaucoup, dans un état d'esprit favorable à la levée de cette fatwa pour autoriser le développement d'une arme nucléaire. Pas forcément pour l'utiliser de manière offensive, mais plutôt comme l'a fait la Corée du Nord. Une fois qu'on possède l'arme nucléaire, on devient en quelque sorte à l'abri de ce type d'attaque militaire venue de l'Occident. Personne ne veut risquer de provoquer une guerre nucléaire. On voit bien qu'il existe à l'intérieur de l'Iran un sentiment clair dans ce sens. Les cortèges funéraires à Téhéran, à Qom et à Mashhad étaient remplis de slogans appelant à la vengeance. Le drapeau rouge dans le schisme symbolise justement la vengeance. Donc non, ce n'est pas une affaire qu'ils ont pardonnée ou oubliée. Ils s'en souviennent et ils cherchent à se venger des États-Unis. Alors ce qu'on va examiner maintenant, c'est que les États-Unis ont annoncé aujourd'hui le rétablissement du blocus du détroit d'Ormuz. À mon avis, c'est davantage une menace verbale qu'une menace réelle parce que les États-Unis disposent encore d'une puissance navale limitée pour mener une telle opération. Cela dit, je pense que dans les prochains jours, on va les voir intercepter certains navires iraniens. Et, en prévision de cela, je crois que l'Iran va réagir de manière plus offensive face à ce blocus. Par le passé, l'Iran était conseillé par le Pakistan, par la Chine, de rester calme, d'être patient, parce qu'il y avait des démarches diplomatiques en cours pour amener les États-Unis à reconnaître les revendications légitimes de l'Iran. Je pense que ce temps-là est désormais révolu. Je pense que l'Iran a compris qu'il a multiplié les gestes de conciliation, les uns après les autres, pour finalement se faire repousser sur tous les fronts. Et que les États-Unis, même si l'Iran a respecté le protocole d'accord, eh bien, le Hezbollah, jusqu'à présent, n'a pas repris l'offensive.
Je pense que dans la semaine à venir, on pourrait très bien voir le Hezbollah renoncer à sa retenue, malgré les promesses de l'Iran de maintenir le protocole. À mon avis, ils vont considérer que cet accord est mort. Ils vont repasser à l'attaque. Israël sera de nouveau sur la défensive, et ses frappes contre l'Iran ne vont pas s'arrêter. Il est actuellement près de 23 heures en Iran, et je m'attends à ce qu'on voit une reprise des attaques contre des cibles iraniennes dès cet après-midi. J'espère me tromper. Voilà, Z. C'est beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Et ce sont des informations qui viennent directement de nos sources, de première main, sans être filtrées par des intérêts d'entreprise ou d'autres influences. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, si vous aimez notre travail, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton j'aime. Et puis, pour votre information, nous avons lancé un abonnement payant au tarif le plus bas autorisé par Substack, soit 5 $ par mois. Vous recevrez un briefing de sécurité de cette qualité directement chez vous. Eh bien, en fait, Z, s'il s'abonne pour 50 $ par an, ça revient moins cher. Ce sera moins cher et vous recevrez des informations directes venant de sources directes, sans être compromises par des intérêts économiques ou politiques. Elles vous seront présentées par des personnes qui ont l'expérience et la compétence de Pepe Escobar et Larry Johnson, nos collègues et membres fondateurs de cette chaîne. J'ai aussi quelques informations supplémentaires que je voudrais partager avec notre public et sur lesquelles j'aimerais avoir votre réaction. Cela nous est parvenu environ 1 heure avant le début de l'émission. L'ambiance en Iran est de défi. Ils se préparent à la guerre. Ils se préparent à la vengeance. Ils se préparent à ce que les États-Unis envoient réellement des troupes au sol. Ils accueilleraient même ces troupes sur leur territoire pour que les États-Unis comprennent le véritable coût de la guerre, un coût qui serait dévastateur et évidemment inacceptable pour quiconque ne veut pas voir des innocents mourir. Mais l'Iran est dans cet état d'esprit. En même temps, on m'a dit que l'Iran reste très lucide, très rationnel. Même le bureau du guide suprême a donné son feu vert à la direction pour engager de véritables discussions. Cela inclut Ghalibaf, Bezeshtian et Arakchi. Ils échangent avec leurs homologues au Pakistan, le maréchal Mounir, le premier ministre Sharif et le ministre des Affaires étrangères Ishaq Dar. Et, de façon très intéressante et assez énergique ces derniers temps, avec le président Erdogan. D'ailleurs, le canal Erdogan est tellement important que le maréchal Mounir a quitté Islamabad pour se rendre en Turquie et rencontrer Erdogan. Et ils sont aussi en contact avec l'émir du Qatar. Il y a en ce moment des funérailles pour l'ancien émir, le père de l'actuel président émir. Ishaq Dar, le ministre des Affaires étrangères, est présent. Le premier ministre Shehbaz Sharif est là aussi. Ils ont donc des discussions avec l'émir du Qatar. Ils parlent également avec l'Arabie saoudite, même si l'Arabie saoudite a ce problème que vous venez de mentionner. L'Iran, d'après tout ce que nous observons, agit de manière rationnelle. Tout ce que nous voyons montre que l'Iran est un acteur rationnel. L'Iran est prêt pour la guerre, et il est très bien équipé pour la guerre. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Très bien équipé pour la guerre. Et il ne reculera pas devant un affrontement si Trump est assez stupide pour aller jusque-là. Mais Trump, selon tout le monde, n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Il ne peut pas plonger l'économie mondiale entière dans une catastrophe. Pas une récession, une catastrophe. Alors Larry, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, eh bien, les décisions des États-Unis en ce moment, il faut vraiment les regarder de près. Je pense qu'il est important que les gens comprennent qu'il existe une bureaucratie militaire qui soutient toute cette activité. Et donc, une des raisons pour lesquelles je me suis senti à l'aise les 26 et 27 février de dire que les États-Unis allaient entrer en guerre avec l'Iran,
c'est que je savais que ce qu'on appelle des équipes d'action de crise, les CAT, avaient été mises en place et qu'elles fonctionnaient déjà depuis au moins 5 jours à ce moment-là. J'ai passé 23 ans à concevoir des exercices pour les forces spéciales. Donc je sais, disons, tout le travail administratif qui doit se faire en coulisses avant qu'une opération soit lancée. Même en situation de crise, ça ne disparaît pas. Donc, ce qu'on a vu depuis le 17 juin, c'est le démantèlement de ce qu'on pourrait appeler ce système bureaucratique de suivi des opérations de combat 24 heures sur 24. Autrement dit, pour mener des opérations de combat d'envergure, il faut que ces équipes de gestion de crise soient actives au Pentagone, au quartier général du commandement central, à celui du commandement des opérations spéciales conjointes, ainsi que dans les commandements subordonnés et de soutien. Et d'après ce qu'on m'a dit, à ma connaissance, tout ça a été désactivé il y a environ 3 semaines. Et quand je dis désactivé, en réalité, ces équipes ont été complètement fermées il y a 4 semaines. Alors, ils sont revenus à un rythme de 5 jours par semaine, de 8 heures à 17 heures. Mais ces derniers jours, il y a eu pas mal de confusion sur le fait de savoir si ces mesures étaient de nouveau appliquées, parce que des ordres contradictoires ont été donnés. Certains ont reçu l'instruction de rentrer chez eux, puis on leur a dit non, restez, ne rentrez pas. D'autres, au contraire, ont été invités à rester, puis à rentrer, puis à rester encore. Bref, beaucoup de confusion. Et cette confusion du côté des États-Unis ne les aide pas à mener des opérations militaires cohérentes. L'Iran, en revanche, avec le soutien de la Russie et de la Chine, bénéficie d'un appui en matière de renseignement. Ils savent exactement quelles cibles frapper. Ils savent où se trouvent les points faibles. Ils savent comment essayer de réduire le potentiel des États-Unis pour de futures opérations militaires. Et quand je reviens à ce qu'on disait sur le pétrole brut lourd et le brut léger, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une réserve illimitée de carburant d'aviation. Donc si les États-Unis commencent à intensifier leurs opérations militaires dans le Golfe Persique, ça va puiser dans les stocks de carburant d'aviation qui, normalement, sont destinés au secteur civil. À ce moment-là, tout est réservé à l'armée. Le secteur civil va en pâtir. Et donc, tout à coup, quand on réduit les vols civils, on se retrouve avec un vrai problème. De la même façon, s'ils disent « Ah, il faut maintenant produire plus de carburant pour l'aviation à cause de la pénurie », eh bien, ça veut dire on prend du carburant qui irait normalement vers le diesel et qu'on le redirige vers l'aviation. Donc, sur le plan économique, ça devient très complexe. Et c'est pour ça que je sais que le Pakistan est convaincu que Trump finira par revenir en suppliant de revenir à la table des négociations, en suppliant de relancer les discussions. Ça pourrait arriver dès la fin de cette semaine. Et s'il le fait, il le fera à un moment qui, selon lui, aidera à faire remonter la bourse. Comme je crois l'avoir déjà dit, la bourse prend un sacré coup aujourd'hui, tout comme le marché du pétrole. Les fabricants de puces ont chuté. Beaucoup d'effets secondaires du blocus du détroit d'Ormuz se font sentir dans toute l'économie et le marché du pétrole repart à la hausse et il va, je pense, continuer à grimper tant qu'on ne croira pas que le pétrole va de nouveau circuler à travers le détroit d'Ormuz. Mais ça ne viendra pas d'un accord recherché par l'Iran. Ça viendra des États-Unis qui finiront, en quelque sorte, par lever les bras et dire « D'accord, sortons de ce piège ». Eh bien, d'après mes informations, et je veux dire littéralement environ 1 heure avant qu'on commence cet enregistrement, le maréchal Munir se rend en Turquie à la demande expresse de certaines parties prenantes, des décideurs, dont le président Erdogan. Entre lui et les Qataris,
qui sont consultés à travers la visite de Shahbaz Sharif, le Premier ministre, et en coordination avec la direction iranienne, ainsi qu'avec l'Arabie saoudite. Même s'il y a ce conflit en cours avec l'Iran et le Yémen, ils vont présenter à Trump quelque chose qui s'apparente à un ultimatum. Voici l'accord, disent-ils. Et cet accord commence avec ce qui avait déjà été convenu. Il n'est pas question de le renégocier. Pas du tout. Leur position est très claire. Les Iraniens sont très clairs. Et si vous ne voulez pas plonger l'économie mondiale dans une dépression, pas une récession, une dépression, alors vous êtes les bienvenus pour venir nous attaquer. Nous sommes prêts. Oui, C'est leur position. oui. Écoutez, c'était Trump, il y a 4 heures à peine. J'ai vérifié pour être sûr. Il a déclaré que le détroit d'Ormuz est ouvert et le restera, avec ou sans l'Iran. Franchement, ce type a complètement perdu la tête. Ce n'est pas vrai. Il dit qu'ils rétablissent le blocus iranien, mais qu'ils vont seulement empêcher les navires ou les clients iraniens d'entrer ou de sortir. Tous les autres pays, selon lui, pourront utiliser librement le détroit. Mais maintenant, les États-Unis vont soi-disant faire payer un péage, 20%, pour nous rembourser de nos coûts. Tout ça, vous voyez, tout ce que ça va faire, c'est garantir que le détroit d'Ormuz sera sous le contrôle de l'Iran. Les navires liés à l'Iran sortiront, et si les États-Unis essayent d'intervenir, ils vont tout simplement bloquer le commerce mondial, ce qui va saboter et plomber l'économie américaine. Comment Trump peut-il faire ça? Comment peut-il être aussi stupide? Il l'est vraiment. Il n'est pas mentalement. Il n'est pas bien. Vous savez, Robert Barnes a fait remarquer que Trump montre des signes de démence du lobe préfrontal. Je pense que c'est tout à fait vrai. Trump lit ses propres articles de presse et il y croit. Alors ils disent que le détroit d'Ormuz est ouvert. Regardez simplement, allez sur vesselfinder.com, allez sur marinetraffic.com. Rien ne passe, rien du tout en ce moment. Le dernier navire qui est sorti s'appelait, voyons, le dernier navire sorti, laissez-moi vérifier, s'appelait Sea Faith. C'est un pétrolier de produits chimiques et il se dirige vers Singapour. C'est le dernier que je vois sur vesselfinder.com. Eh bien, avant de signer le dernier protocole d'accord, il a déclaré à ceux qui étaient contre que notre réserve stratégique était complètement vide, que l'économie était au bord du gouffre, comme à l'époque d'Herbert Hoover, c'est-à-dire une dépression. Et il a dit, je ne vais pas laisser faire ça. Alors je veux dire, qu'est-il advenu de tout ça? Bon, ils ont mis ça de côté pour l'instant. Mais à partir de maintenant, tout au long du mois de juillet et jusqu'en août, le ralentissement économique va s'accélérer et la pression financière sur les États-Unis va s'intensifier. Alors, au milieu de tout ça, il faut quand même donner un peu d'espoir à notre public. Les dirigeants pakistanais, qataris et turcs pensent qu'il est possible que l'Iran soit prêt à accepter le retour des États-Unis à la table des négociations, peut-être même dès ce week-end. Oui, je pense, Monsieur Z, je pense que l'Iran n'acceptera pas le retour des États-Unis. Les États-Unis vont devoir revenir en demandant pardon, lever le blocus, lever les sanctions et débloquer les avoirs tout de suite. L'Iran n'acceptera plus de promesses disant que tout ça sera négocié plus tard. Il faut débloquer les avoirs maintenant, pas dans le futur. L'Iran n'acceptera plus aucune promesse de la part des États-Unis. D'accord. Larry, j'aurais dû mieux formuler ça. Si toutes ces conditions préalables sont réunies, alors Trump reconnaîtra la stupidité, l'absolue, totale stupidité de ce qu'il a fait, à cause des pressions qui vont s'accumuler sur lui dans les prochains jours, avec un peu d'optimisme d'ici le week-end, sinon au plus tard la semaine prochaine.
Avec toutes ces conditions réunies, voilà ce que j'ai appris directement de personnes présentes dans la salle de négociation. Ils sont convaincus que la pression sera d'une telle intensité parce que la stupidité et les mensonges deviendront tellement évidents que la situation va forcément évoluer ainsi. Alors ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'ils sont beaucoup trop optimistes. Trump ne bougera pas avant que la situation ne devienne vraiment critique. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour éteindre l'incendie avec un extincteur. Ce matin, c'était, à mon avis, un peu la dernière sortie possible. Maintenant, on va voir si, malgré tout le discours musclé de Trump, essayez de dire ça 3 fois rapidement, les États-Unis renoncent à de nouvelles frappes contre des cibles iraniennes ce soir. Si c'est le cas, ça me dira que les États-Unis, malgré leurs menaces, fermer le détroit, rétablir le blocus. Ah oui, ils n'ont pas fermé le détroit. Il est ouvert, j'avais oublié. Trump a dit qu'il était ouvert, mais qu'ils rétablissent bien le blocus. Et si aucune action militaire supplémentaire n'a lieu contre l'Iran ce soir, ça me montrera que les États-Unis ont encore reculé. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer un jour ou deux. L'Iran ne va pas changer de cap. Le pays restera ouvert à la reprise des discussions, mais cette fois, ce sera dans des conditions différentes. Ils ne vont pas y aller sans conditions. Il y a des exigences que les États-Unis devront remplir dès le départ, pas avec des promesses pour plus tard, mais tout de suite. Et ça commencera par le dégel des avoirs. Il faudra qu'il y ait un dépôt financier sur des comptes iraniens, sinon l'Iran dira « tant pis, on ne vient pas ». Je suis d'accord avec toi, Larry. Oui, tout à fait d'accord. D'après les informations que je considère crédibles, ce seraient les conditions qu'Erdogan devrait communiquer, d'après ce que j'ai compris. Comme cette guerre a commencé sur le sol turc, avec Erdogan impliqué de son côté, beaucoup pensaient qu'il aurait un peu plus d'autorité quand il parlerait à Trump. En gros, il pourrait dire « Tout le monde s'est exprimé, voilà ce qu'ils veulent, et si tu ne veux pas que le feu se rallume sous toi, voilà ce que tu vas devoir faire. » Oui. Alors, laissez-moi juste dire, j'ai appris un mot en farsi, et je crois qu'il a peut-être un lien avec l'ourdou. Oui. Oui. Intikam. Intikam, oui, intikam. Intikam, c'est le mot persan qui veut dire vengeance. Oui. C'était le mot qu'on scandait dans les rues de Qom, de Téhéran, de Mashhad, Intikam. Oui. Oui. Donc il n'y a pas de conciliation possible là-dessus. Ils veulent la mort d'Ali Khamenei, la mort des 168 enfants, des années, la mort du général Soleimani. Les États-Unis sont les assassins, pas l'Iran. Et l'Iran donc va chercher à se venger. Et cette vengeance sera au cœur de ces négociations. Et enfin, c'est l'Iran qui contrôle l'échelle de l'escalade, pas les États-Unis. Oui. Alors Larry, pourquoi tu ne conclurais pas pour qu'on reprenne demain avec Pepe et on se retrouve mercredi, comme d'habitude, tous les trois. Et s'il te plaît, rappelle aux gens notre abonnement spécial payant. Oui, alors cet enregistrement a lieu mardi après-midi vers 14h45, heure de la côte Est. Il est 11h45 du matin, lundi, sur la côte Ouest. Donc d'ici 14h environ, on saura si les États-Unis vont poursuivre leur campagne de violence contre l'Iran ou s'ils ont subi suffisamment de dégâts pour faire marche arrière et panser leurs plaies, malgré tout leur discours musclé. La réalité, c'est que l'Iran a infligé des dommages importants aux installations militaires américaines en Jordanie, au Qatar, à Oman, à Bahreïn et au Koweït. Et la question, c'est de savoir si les États-Unis ont vraiment la volonté de continuer
parce que quels que soient les dégâts qu'ils pensent infliger à l'Iran, les États-Unis en subissent de plus graves. Vous pouvez nous retrouver sur Transition Protocol sur YouTube. Check us out at Transition Protocol on YouTube. There you will find the link to the Substack. Vous y trouverez le lien vers notre page Substack, où vous pouvez aussi lire et regarder ce dont nous parlons. Nous avons ajouté d'autres intervenants à cette chaîne qui partagent déjà leurs analyses. Vijay Prashad, Alex Kreiner, Sarvin Swani. Et oui, ce sont des voix importantes qu'on n'entend pas souvent dans les grands médias occidentaux. C'est pour ça qu'il est essentiel de nous soutenir, afin qu'on puisse faire de cette chaîne une véritable alternative, où vous trouverez des informations que la presse traditionnelle ne relaie pas. Merci de prendre le temps de regarder et d'écouter. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de partager avec vos amis et vos proches. Vous étiez avec le Dr Zulfikar Ali et moi-même, Larry Johnson. Demain, vous retrouverez Pepe Escobar. Restez connectés. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée. Merci beaucoup.